Aujourd'hui, en conférence de presse, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré que le problème de l'itinérance était une crise nationale. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, la solution, peut-être moins. Elle a réclamé un Top Gun. Hein? Puis bon, petite allergie à l'expression, mais grosso modo, elle invoque que Québec, potentiellement, se dote peut-être d'un ministre, ou du moins, en tout cas, qu'il y ait quelque chose comme une autorité de lutte à l'itinérance. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait écho aux propos de la mairesse. J'en parle avec Pierre Lessard-Blais, qui est maire de l'arrondissement de Hochelaga. Non, mais merci Hochelaga Maisonneuve, hein, c'est bon pour pratiquer la diction. Vous êtes aussi, Pierre, conseiller associé là, à l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal. Vous connaissez ça certainement mieux que bien des gens. Déjà, le terme Top Gun, là, puis je veux pas qu'on critique la sémantique, mais pourquoi ce terme-là? Pourquoi l'importance d'avoir une genre de Geneviève Biron de l'itinérance là, au Québec? Ben, en fait... l'itinérance, je pense que c'est une crise sociale qu'on vit, puis malheureusement, elle va se poursuivre. Puis malheureusement, tout nous indique qu'elle va prendre de l'ampleur. Okay. Je parlais avec un directeur là, de l'organisme L'Anonyme, qui est formidable. Là. Il disait, tu sais, Pierre, le robinet de l'itinérance, il est ouvert. Comme société présentement, là, on crée plus d'itinérants par mois que de logements sociaux ou de logements où est-ce qu'on est capable de sortir les gens de la rue puis les ramener dans un processus de réintégration. Donc, à partir du fait qu'on a une crise sociale importante, à partir du moment qu'on sait que ça va aller malheureusement de pire en pire, et je pense que c'est important qu'on prenne le taureau par les cornes. T'sais, on a quand même des ministres qui sont responsables de la cybersécurité, de l'accès à l'information, de l'enseignement supérieur. Et quand on sait qu'en tant que société, je sais qu'on a nos enjeux financiers, là, comme on est quand même une des sociétés riches dans l'histoire du monde, qu'on laisse des gens dormir... et parfois même mourir dans la rue, c'est inacceptable. Il faut qu'on puisse prendre le taureau par les cornes. Donc, c'est ça l'idée. C'est que ça soit écrit noir sur blanc. Cette personne-là est responsable de l'itinérance et de s'attaquer à ce fléau-là parce qu'il est grandissant. Puis, au-delà de l'impact de notre humanisme, est-ce on est capable d'accepter ça comme société? Mais ça a des coûts importants pour nos institutions. Je suis plus intéressé par la dimension, justement, système, parce que sur le diagnostic, sur le constat, je pense qu'on partage, là, on l'observe, là, évidemment, à Montréal. Nos bureaux, anciennement, étaient au coin de Berry et Sainte-Catherine. On était dedans. Puis vous, Hochelaga, on est dedans. Vous êtes dedans aussi. Mais, bon, en matière de lutte contre l'itinérance, pour avoir travaillé aussi beaucoup professionnellement sur les inégalités, puis vous parlez de la baignoire, là, on fait le robinet, là, qui... Oui. J'ai l'impression que tout le monde se relance la balle. C'est jamais la faute de personne. Il y a la santé, il y a le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il y a évidemment les municipalités. Puis Montréal, là, c'est pas une municipalité, là, c'est la plus grosse ville du Québec. C'est 50% de la population sur le territoire de la CMM. Tout le monde se relance la balle. Puis je veux pas être cynique, mais je me trouve juste que de rajouter un dude, là, ou une femme, là, mais un Top Gun, c'est juste comme une autre personne qui va relancer la patate chaude à d'autres. Est-ce que vraiment la solution à tout ça, c'est plus de complexité? C'est là où comme mon scepticisme commence. Là, puis je veux pas, encore une fois, on partage le diagnostic, c'est sur la solution que j'exprime quand même un certain bémol, que moi, rajouter d'autres patentes. On le voit avec Santé Québec, là, je veux dire, c'est pas comme si ça allait beaucoup mieux depuis que c'était là, non? C'est certain qu'on propose pas de créer une nouvelle infrastructure, un nouveau bâtiment puis des nouveaux bureaux. Là. Okay. C'est pas ça qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que quelqu'un prenne en charge ce dossier-là qui est complexe, qui touche plusieurs ministères puis qui s'attaque de front à cette crise-là qui est grandissante, malheureusement. C'est principalement ça. C'est aussi un symbole, surtout que M. Legault dernièrement a dit vouloir s'occuper plus des vraies affaires, revenir sur le terrain. Et c'est pas quelqu'un qui brasse les cartes souvent de son cabinet ministériel. Il a annoncé ses couleurs. Donc, nous, on s'est dit, je pense que ce serait un bon moment de s'attaquer. Mais au final, ce qu'on veut, c'est que le problème se règle. C'est pas nécessairement l'outil, là, au final. Comment est-ce qu'on va régler le problème? C'est pas tellement ça. Mais vous dites une personne, là, pourquoi cette personne-là, ça n'a pas été Valérie Plante?
Ben, pas ministre de la CAQ. Non, mais je veux dire, pourquoi c'est pas... Vous dites qu'il faut une personne quiconque, où qu'elle soit... Je veux dire, en fait, moi, à la fin, qui en fait plus. Vous la situez à Québec dans le cabinet de François Legault, mais je veux dire, j'aurais envie de dire, moi, comme Montréalais, elle est mairesse de Montréal, la plus grande ville du Québec, elle est présidente de la CMM. Je veux dire, pourquoi c'est pas elle la personne qu'on cherche? Pourquoi elle n'a pas été cette personne-là depuis 8 ans? Parce que les municipalités sont limitées par la loi au Québec de dépenser. Par exemple, pourquoi on ne se dit pas OK, go, demain matin, la Ville emprunte 500 millions supplémentaires pour faire 15 refuges. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? La Ville, toutes les villes au Québec sont plafonnées dans leur capacité de dépenser dans nos budgets d'immobilisation. Présentement, la Ville de Montréal, au Québec, une municipalité est supposée ne pas avoir de dépenser dans ses dépenses d'immobilisation plus de 100% de ses revenus annuels. Présentement, la Ville de Montréal, on est autour de 107%. Donc, on dépasse de 7%. Et à chaque fois qu'une municipalité dépasse le plafond d'emprunt, on doit demander des dérogations au gouvernement du Québec. Et ça doit passer par le Conseil des ministres. Donc, la Ville, contrairement aux paliers provinciaux et fédéraux, n'ont pas la capacité d'emprunt pour faire de grands investissements de ce type-là. Donc, c'est certain qu'on aimerait faire plus. Puis dans l'annonce de ce matin, on a quand même triplé les investissements directs auprès des organismes communautaires en itinérance. Ce matin, on annonçait à peu près 23 millions sur 3 ans. Beaucoup de prévisibilité pour les organismes, et c'est ce qu'ils demandent. Mais on le sait que même si la Ville peut et doit en faire plus, c'est pas chez nous qu'on a la capacité d'emprunt pour tout à coup débloquer 600 lits à travers la Ville. Ça, c'est impossible. Certains ont critiqué un peu le timing, si vous permettez, de cette annonce. Il y a une campagne municipale qui se prépare. Là. Ben, elle est en cours, on pourrait dire. Là. Il n'y a pas vraiment... Y a-t-il un lancement officiel à la campagne? Oui, selon le directeur général des élections, là, à la mi-septembre, ça commence officiellement. Puis je me permets de vous en parler, Pierre, parce que vous ne vous représenterez pas, là, si j'ai bien compris. Donc, c'est la fin du parcours là, pour vous. Mais donc, il y a ces élections et certains disent, bon, on annonce ce cadeau, là, puis, qui est certainement nécessaire, mais c'est quand même de l'argent qui va être donné à des organismes communautaires de lutte contre l'itinérance. Puis il s'avère que ces organismes-là, ben, ils sont à gauche, ils soutiennent Projet Montréal. Il y a pas une confusion des genres là, d'annoncer ça à 2 mois, là, d'appeler les citoyens aux urnes? Non, absolument pas. Mais en fait, de ne pas le faire aurait été irresponsable. Non, mais vous auriez pu le faire il y a 1 an ou dans 4 mois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme la veille de l'élection, on se mettait à donner de l'argent à des gens qui nous soutiennent. Non, mais ça fonctionne pas comme ça, dans le sens que hey, vous autres, je vous aime, je vous donne de l'argent. Non. Ben non. Comment ça fonctionne? Quand la Ville dit, OK, on a un programme de 22 millions sur 3 ans, on ouvre les appels de projet. Les gens, dans ce cas-ci, il y avait 7 semaines pour déposer, en sachant que c'était sur 3 ans. Les organismes, eux, ils nous demandent depuis des années plus de prévisibilité, parce que quand on donne du financement sur 1 an, souvent, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on donnait au mois de décembre pour le mois de janvier. Fait que les organismes ne le savaient pas. Et leurs 2 premiers mois de l'année, ils passaient à embaucher du monde dans le contexte de la crise de l'emploi qui est difficile aussi. Toujours aujourd'hui. Et fait que là, finalement, on donnait de l'argent pour 12 mois, mais tu avais du monde sur le terrain seulement 8-9 mois. Donc, les organismes nous disaient, on veut le savoir d'avance et on veut de la prévisibilité, puis idéalement, du pluriannuel. Donc, on allait sur 3 ans. Fait que c'est sûr que si on avait fait l'appel de projet en 2023 pour les projets de 2026, les organismes nous auraient dit, là, vous abusez. Donc là, de faire des appels de projet à peu près 6-7 mois avant le début de l'année financière, c'est une saine pratique, selon moi. Je comprends. On est avec Fred Bastien en studio. Fred qui a des opinions, mais aussi qui est à l'écoute de nos auditeurs, Fred. Oui, mais on a beaucoup de commentaires qui rentrent. Là, moi, je comprends bien l'idée là, d'impliquer un peu plus le provincial au niveau budgétaire, là, si vous l'avez bien démontré, mais il y a des gens qui s'inquiètent, là, qui nous écrivent, notamment Alex, qui craint que ça crée une bureaucratie supplémentaire, cette idée d'aller chercher un autre ministre, par exemple. Bon, d'autres qui disent, bon, écoutez, là, c'est les villes qui sont la première ligne, ça devrait être à eux de prendre leurs responsabilités. Au-delà de cette demande au provincial, là, qu'est-ce que la ville pourrait mieux faire, là, comme c'est un peu dans notre cours présentement? Là? Ce que les villes peuvent mieux faire, aujourd'hui, on s'est beaucoup amélioré sur le pluriannuel, sur la prévisibilité.
Aussi, on annonçait aujourd'hui 700 000 $ pour des navettes, parce qu'on sait que souvent les haltes chaleur et les refuges sont pleines grosso modo à 95-98 %. Fait que ce qu'on veut, c'est que chaque lit soit utilisé. Puis si on a quelqu'un qui a besoin d'un lit, le 18 décembre, il fait moins 20, puis on sait qu'il y en a un à Villeray, qu'il y a un lit disponible à Villeray, on veut pouvoir optimiser chacune de ces ressources-là. Mais gardons en tête, là, si on met le côté humaniste là, de la lutte à l'itinérance de côté, puis on veut juste parler de chiffres, là, la réalité, c'est que de ne pas s'occuper de ce monde-là coûte extrêmement cher à la société aussi. L'Union des municipalités du Québec, l'année passée, calculait que ça coûtait aux villes, chaque itinérant coûtait à une ville 70 000 $ par... J'ai écrit un texte là-dessus, moi, il y a quelques mois. Ouais, je ne les ai pas lus, mais peut-être je vous ai lu. Mais puis c'est justement ce chiffre-là que je me rappelle, c'est incroyable. Ouais. Et c'est pas juste Montréal, là. Ça, c'est de l'argent en sécurité Québec, publique, en tout ça. Ça vient des prévention taxes, des méfaits, là, c'est ça, ça vient des taxes municipales, ça vient des taxes sur les propriétés des gens et non pas des impôts qui, eux, sont progressifs. Deuxième chose, ça taxe aussi nos services publics. L'autre jour, on a fait un ménage sur la rue, sur la bande Notre-Dame. Là, il y a des enjeux à bande Notre-Dame. Oui, il y a à peu près 70 personnes. Là. Ouais, c'est ça, on a ramassé 120 tonnes de déchets. Mais nos cols bleus, là, qui ont travaillé toute cette fin de semaine-là pour ramasser 120 tonnes de déchets, ils n'étaient pas en train de nettoyer la ville. Puis nos policiers, M. Daguerre, il le dit régulièrement, maintenant, nos interventions policières, c'est plus 10, 15, 20 minutes. Ça prend souvent jusqu'à 1 heure un cas parce que c'est de l'itinérance. C'est un cas de santé mentale. C'est extrêmement lourd. Donc, les gens qui sont dans la rue... coûtent cher aussi à notre société, en fait. Donc, aussi bien investir pour les réintégrer que de les laisser là. Puis, tu sais, on va se le dire, là, quelqu'un qui se pique, quelqu'un qui a des mauvaises qualités de vie, mais la plaie, là, elle devient dégueulasse en tabarnouche. Puis quand c'est rendu que t'amputes, la personne est en chaise roulante, là, on perd énormément, humainement, mais financièrement aussi. Juste pour marquer l'exemple, vous dites 70 itinérants juste dans la bande Notre-Dame, ben tu sais ça, fois 70 000, c'est à peu près 5 millions. Là. Donc c'est 5 millions d'itinérants sur la bande Notre-Dame. Voilà. Je termine peut-être en vous parlant, Pierre, vous êtes conseiller associé à l'itinérance au comité exécutif. Puis bon, l'itinérance, c'est un peu drôle de le dire, mais c'est un enjeu de logement. Hein. Ce sont des gens qui... notamment, là, c'est des gens qui habitent dans la rue. Oui. Et donc là-dessus, je veux dire, puis souvent, on a comme un peu séparé, on a un ministère des Affaires municipales et de l'habitation qui n'a pas particulièrement l'itinérance. Ils en parlent, puis ça fait partie, mais c'est pas le ministère de l'itinérance, justement. Puis souvent, il y a des organismes qui travaillent avec les itinérants, vous avez parlé de santé mentale, de toxicomanie, qui n'ont pas nécessairement une forte réflexion sur le logement. Moi, en fait, personnellement, je trouve qu'il devrait y avoir une immixtion beaucoup plus forte entre ces deux choses. Oui, vous avez raison. Et j'arrive à ma question, parce qu'il y a le 4 août là, dans le Journal de Montréal, et c'est des choses qui ont été révélées par d'autres médias également, on apprenait que la Ville avait utilisé son droit de préemption pour acheter des bâtiments, une 80aine là en tout, qui sont laissés à l'abandon actuellement, qui pourraient être rénovés, qui auraient pu être laissés au privé pour faire n'importe quoi, logements sociaux, logements abordables ou juste des logements. Je dois vous avouer que je suis un peu, vous dites, là, les dollars sont rares, on peut pas, l'infrastructure. Puis là, on achète quand même 80 buildings là, qui n'ont pas dû coûter 2 $. Là. C'est des bâtiments qui ont coûté des centaines, voire des millions de dollars. Comment vous expliquez ça, que sous Valérie Plante, on ait acheté autant d'immeubles puis qu'on ait vraiment rien fait avec ça? Pour moi, ça passe, là, ça me dépasse, en fait. Oui, ça passe et vous dépasse. Ça passe et me dépasse. Oui, j'ai pas pris connaissance de cet article-là, malheureusement. Mais vous connaissez la situation. Je connais le fait. En fait, la Ville de Montréal a ce nouvel outil-là qui est le droit de préemption, c'est-à-dire on peut pas forcer un propriétaire de nous vendre son bâtiment, mais quand on voit une transaction, on a une espèce de close shotgun dessus, puis on peut capter ça lorsqu'on considère que c'est un bon prix pour faire un projet plus tard en logement social. C'est pas parce qu'on l'a acquis qu'on est capable de faire le projet, et les projets, ils ne sont pas opérés par la Ville de Montréal. Donc, une fois qu'on a acquis un bâtiment, ce qu'on a, ou un terrain,
on l'offre à un organisme communautaire qui, lui, a comme premier mandat de faire son montage financier et ensuite de l'opérer. Donc, c'est ce qui se passe présentement. Mais il y a des bâtiments qui sont abandonnés depuis 5-6 ans, là, je veux dire. Ah oui. Mais je veux dire, pourquoi on n'a pas laissé à un promoteur privé, il serait fait le logement, là? Vous comprenez ce que je veux dire? Comme, c'est un peu absurde pour moi, cette situation-là, qu'il y a 80 buildings, là, je sais pas combien il y a d'unités en moyenne, là, 10, 15, 20 logements dans un... Il y a des centaines de logements qui n'ont pas été construits parce que la ville les a achetés puis les a juste... C'est en train de pourrir, là, ces bâtiments-là. On paye... Vous comprenez ce que... Comme, ça me... je suis ahuri par cette situation-là. Puis je comprends la logique qu'on a voulu les acheter. Vous l'expliquez bien. Mais il fallait penser à l'après. Là. Je veux dire, moi, si je m'achète un char, c'est pour le conduire. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, mais je sais pas, j'ai pas la référence, donc je vais vous parler de mon arrondissement. Par exemple, dans notre arrondissement, il y a des projets de logements sociaux, tu sais, on en a besoin, là, puis il y a plus de 500 unités en attente de financement. C'est-à-dire soit des bâtiments comme un ancien couvent de sœurs ou un terrain où est-ce qu'on a des organismes communautaires qui, depuis des années, et pas des organismes communautaires là, ticounes de coin de table, des gens qui sont là depuis des décennies et qui en ont fait plusieurs, là, qui ont pris en charge ces bâtiments-là ou ces terrains-là, puis sont comme, OK, maintenant, il faut qu'on fasse un montage financier pour pouvoir payer la construction et ensuite l'opérer. Ces projets-là, malheureusement, là, quand ça allait mieux, quand on avait encore le programme d'Accès Logis, ça pouvait prendre 5, 6, 7 ans. On vient d'en visiter un dans notre arrondissement. On avait signé le deal avec le promoteur privé. Quand j'ai été élu au début, en 2017-2018, ils viennent de l'inaugurer. Donc, alors que ce programme-là, Accès Logis, existait encore. Malheureusement, la ministre Duranceau, ce qu'elle a fait, parce que je suis d'accord avec elle que dans Accès Logis, ça roulait carré, ça allait pas très bien, mais c'est un programme qui roulait encore. Donc, le problème, c'est qu'on a cancellé un programme qui fonctionnait, mal, mais pas très moyen. Bien. Là, On l'a remplacé par rien en disant on va trouver des alternatives. Là, présentement, il y a des alternatives. Je pense entre autres au projet où est-ce que Unité Aînée, Mission Unité Aînée, qui est formidable. Ils font des logements à 100 quelques mille piastres. On est le premier arrondissement à Montréal en acquérir. Je suis dans Mercier-Chataga. On a eu la directrice générale en entrevue. Ils sont géniaux, hein? Ils sont formidables, on les aime. Mais ces nouvelles choses-là sont en train de se créer. Puis entre les deux, ben oui, il y a un vide sur le financement de construire la chose. C'est là où, encore une fois, puis on va se laisser là-dessus, mais tu sais, Unité Aînée, c'était comme focus. Le financement était déjà attaché. C'était comme on le fait. Puis ça allait vite, là. Je veux dire, ils en ont fait plus qu'ils pensaient, moins cher qu'ils pensaient. Je trouve ça juste particulier qu'on achète à la ville, avec de l'argent public quand même, des bâtiments sans avoir aucune idée qu'il y a-tu du financement. Comme, pour moi, honnêtement, je préfère un logement privé au prix du marché que pas de logement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, là, en ce moment, c'est juste comme le potentiel de peut-être un jour des logements s'il y a de l'argent public. Comme, à la limite, j'aurais préféré qu'il y ait juste du monde qui puisse habiter à des places à n'importe quel prix. Là. Je veux dire, on retire des immeubles du marché. Puis ça, moi, en tout cas, personnellement, j'ai bien de la misère à comprendre la logique consolidée qu'on a de retirer 80 bâtiments du marché. Je comprends. Quel que soit le prix. Gardons dans le secteur du métro Assomption, là, on pousse beaucoup pour de la hauteur, du 10-12 étages. Là. Même si c'est du locatif, là, le 3,5 est à 1 800 $. Non, mais là, ça, c'est un problème. Mais... Deuxième chose. Je vais juste en 30 secondes. Puisque c'est l'organisme communautaire qui va faire son montage financier, puis c'est d'une complexité incroyable. On ne peut pas savoir d'avance si l'organisme va être capable d'aller chercher du financement. La Société canadienne d'hypothèque du logement, combiné avec un nouveau programme de Québec, combiné avec la FTQ. Mais il me semble que d'avant d'utiliser le droit de préemption, on devrait s'assurer d'avoir ça et pas le faire a posteriori. Les programmes ne le peuvent pas. Ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Changeons les programmes. Bref, Pierre, d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Maire d'arrondissement Changeons les de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, conseiller associé à l'itinérance au comité exécutif. On a commencé à parler d'une affaire. On a parlé finalement... C'est super intéressant. C'était vraiment intéressant. Continuer, là, et on est ravis de vous avoir eu en studio. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Puis bonne suite, bonne fin de mandat comme maire. Merci, on s'ennuiera.